Je dirais déjà à Aminata bah, si Aminata a des ambitions, si Aminata souhaite réussir, et ce qui est assez, petite parenthèse, ce qui est assez compliqué, c'est cette notion de qu'est-ce que la réussite. Euh, j'ai beaucoup discuté avec des jeunes filles au village et la réussite d'une jeune fille qui est à Abidjan n'est pas la même réussite qu'une jeune fille au village. Donc, c'est très compliqué de pouvoir adresser un discours à cette jeune Aminata dans le sens où sa réussite peut être juste être professeur dans l'école de son village. Donc, ça dépend vraiment de la réussite, mais je dirais que c'est de déjà suivre ses ambitions. Et je mettrais en avant cette volonté d'éducation. Les jeunes filles au village ne voient pas l'importance de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de modèle, elles n'ont pas d'exemple. Donc je dirais à la jeune Aminata d'aller à l'école. Peu importe ce qu'elle veut faire. Si elle veut rester au marché, si elle veut être docteur, elle veut être avocate, d'aller à l'école, continuer et ne pas s'arrêter. Parce qu'on néglige souvent l'éducation en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas d'exemple à suivre et on n'a pas des parents qui nous encouragent. Mais c'est vraiment pousser justement cette jeune Aminata-là à comprendre l'importance de l'éducation sur le court, mais également sur le long terme. Et surtout, je lui dirais de ne pas lâcher. Parce que la réalité est que beaucoup de personnes te pousseront à lâcher. Beaucoup de personnes te feront comprendre que ce n'est pas possible pour toi, la jeune Aminata, d'arriver quelque part. Mais il faut que tu comprennes ta valeur, il faut que tu comprennes que c'est l'éducation qui te permettra justement d'arriver à ton objectif. Alors, bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode d'Afrique de demain podcast. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Anaïs Roxane Dagrou, qui est activiste et entrepreneur sociale ivoirienne, qui se bat surtout pour l'émancipation réelle de la jeune fille en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais surtout son accès à l'éducation, sa protection vis-à-vis de la loi pour que vraiment ces lois qui sont censées la protéger puissent être appliquées. Alors, comment tu vas aujourd'hui, Anaïs? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va super bien, ça va super bien. Alors, essaie de présenter un tout petit peu plus. Je sais que tu as commencé tes études à l'Université de York, à Oui. Toronto. Tu as fait un petit programme d'échange à Paris, à Sciences Po, pour vraiment approfondir tes connaissances en sciences politiques, en relations internationales, mais sur ton administration publique. Alors, Oui. grâce à ton implication dans ta vie associative au Canada, tu as été lauréate du prix des 100 femmes, on va dire noires, à surveiller au Canada pour tes actions, on va dire, associatives, pour tes actions en Côte d'Ivoire pour l'émancipation de la jeune fille. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qu'est-ce que tu pourrais dire, comment est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus et présenter un peu plus ton association? Alors, moi, c'est Anaïs Roxane Dagrou. Comme on l'a dit, pour un peu rajouter de ce qui a été dit, mon parcours est un peu international. Donc, j'ai pas grandi à Abidjan, j'ai grandi en Tunisie. Et donc, après la Tunisie, je suis venue à Abidjan et j'ai terminé mon lycée. Et c'est juste après, justement, l'obtention de mon bac que je suis partie au Canada, à Toronto, pour mes études. Et justement, j'ai eu mon baccalauréat en sciences politiques spécialisées. Ensuite, je suis allée à Ottawa pour ma maîtrise en affaires publiques internationales. J'ai beaucoup été impliquée justement à Toronto dans les associations, mais cette volonté justement d'implication dans les associations a commencé depuis le collège. Donc, c'était vraiment dans des associations vraiment lambda, les associations, que ce soit de sport, que ça soit représentatif, par exemple, pour les élèves. Et donc, du coup, j'ai toujours été celle qui représentait les étudiants et les élèves à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Et après, c'est devenu vraiment une volonté de le faire dans la communauté et la vie sociétale en général. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai toujours été dans les associations, mais c'est seulement l'année dernière que j'ai vraiment que j'ai créé une association. J'ai créé un mouvement. Donc, j'ai créé le mouvement Femmes et Paroles, qui est justement un mouvement qui a pour but de mettre en avant la jeune fille en passant par des ressources éducatives
Et donc, du coup, il y a déjà plusieurs associations qui existent pour la jeune fille, pour la jeune femme. Mais notre volonté avec ce mouvement, c'était vraiment de pouvoir partager les ressources éducatives que nous avons pu apprendre et avoir, que ce soit au Canada, en France et dans d'autres pays, et pouvoir partager justement à la communauté ivoirienne. Donc, ça passe vraiment par des notions comme le consentement, comme la culture du viol, qui sont des sujets que l'on connaît, mais on n'apprend pas nécessairement ça aux jeunes filles. Et c'est clair que les réalités sont différentes dépendamment de où en Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Du coup, en décembre, on a fait le tour quand même. On est allé vers Gagnois, on est allé à Boisflé, Boaké, et du coup, les réalités étaient différentes. On a parlé d'avortement, de grossesse précoce, donc vraiment des sujets qui étaient très différents dépendamment de là où on partait. Donc, c'est vraiment ça en termes pour mon mouvement. Et je suis présidente de l'association de lobbying pour les jeunes, du coup, en Côte d'Ivoire, qui est une association assez jeune, qui est assez nouvelle. Et on essaie de promouvoir un peu le lobbying à travers différentes institutions en Côte d'Ivoire, plus spécifiquement à Abidjan. Personnellement, il y a une question qui me vient à l'esprit directement, c'est pourquoi l'Afrique, en fait, souffre tant d'inégalités entre l'homme et la femme? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours à la traîne comparé à l'Europe, comparé à même l'Asie et l'Amérique, en fait? Pourquoi on n'arrive pas à casser cette barrière-là d'égalité entre la femme et l'homme? Oui, je pense que le problème en Afrique, c'est la culture. Donc, on a cette idée de la place de la femme, comme on le dit dans la cuisine. Et on est un peu victime de notre culture, de notre histoire et parfois même de nos valeurs. Ce qui fait que comparé à d'autres pays, comparé à d'autres continents, on est un peu à la traîne. Et c'est difficile de changer, c'est facile de changer une mode, mais c'est difficile de changer une histoire et c'est difficile de changer une culture. Et c'est clair que des mouvements comme le nôtre, ou même des associations et même des individus qui essaient tous les jours de promouvoir justement cette égalité ou cette libéralisation de la parole de la femme, ils y arrivent à moitié, mais sont toujours justement heurtés à la réalité, sont toujours heurtés à la culture, aux histoires. Donc, c'est bien facile de le faire, par exemple, à Abidjan, parce qu'à Abidjan, c'est la grande ville. Mais quand on part dans des villages, par exemple, Yopoye, de là d'où je viens, quand on part vers Leipa, quand on part dans le nord, il y a des réalités qui font que ce n'est pas possible, justement, d'essayer d'implanter ce qu'on aimerait faire, la promotion de la femme que l'on aimerait faire et qu'on aimerait avoir. Donc, je dirais vraiment que c'est cette culture-là et le bagage un peu historique que l'on a en tant qu'Africain. So, de manière tangible, c'est vrai que je dis que la culture, c'est quelque chose qui est imprégné, qui est vraiment ancré dans la société noire, dans la société africaine. Et c'est vrai que Abidjan a ses réalités. On avance un peu plus à Abidjan. Il y a beaucoup plus d'écoles, il y a beaucoup plus, on va dire, une certaine égalité entre les filles et les garçons. Mais comment de manière tangible pourrait-on essayer, par exemple, à mon niveau ou au niveau de quelqu'un X, de pouvoir accélérer ce processus d'émancipation de la jeune fille en Côte d'Ivoire, mais surtout en fait dans les zones rurales en fait. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est bien d'avoir la volonté, mais il y a la réalité du terrain aussi. Donc, je pense que j'ai vraiment été, moi, dans mon cas personnel, j'ai vraiment reçu parfois des avis négatifs, dans le sens où il ne faut pas paraître comme... faut pas avoir le syndrome du sauveur. Donc, le syndrome du sauveur est penser qu'on a le savoir absolu, qu'on a eu l'opportunité d'aller en France, au Canada, en Occident, et venir adapter les réalités d'autres continents à notre continent. Donc, quand j'ai essayé, quand j'ai parlé dans des écoles, quand j'ai parlé à des communautés, ça a été beaucoup apprécié, mais il y a eu pas mal de remarques négatives qui étaient que ce sont des réalités chez les Blancs. Ici, ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, il faut savoir quelle approche utiliser quand on approche justement ces zones rurales-là. Donc, je dirais que c'est vraiment savoir comment aller vers ces écoles, comment aller vers ces communautés. Et avant de savoir comment les approcher, il faut les connaître. Moi, j'estime que on ne peut pas se lever, je ne peux pas me permettre de me lever, moi, et d'aller aujourd'hui au nord et venir dire, OK, voilà la fille, comment elle devrait se comporter, voilà ce qu'il faut que vous fassiez, voilà la culture du viol, voilà le consentement. Il faut vraiment connaître déjà l'environnement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par ce que je connaissais.
Donc, moi, je suis de Gagnois. Je suis très proche de mon village. Et donc, du coup, j'ai commencé par ma communauté parce que je connais ma communauté et je sais comment approcher ma communauté. Donc, si par exemple, d'autres personnes souhaitent justement implémenter ces valeurs-là, il faudrait qu'ils essaient déjà de connaître la culture de là où ils veulent implémenter ces valeurs-là et pas juste se lever et croire qu'ils sont capables de le faire partout. Parce que partout, ce n'est pas possible. Et il y a différentes manières de le faire. Voilà. Et dans ce cas, il y a une question qui me dérange alors. Si tu dis que c'est pas évident de, on va dire, de manière tangible de créer, on va dire, une solution qui est copier par exemple l'Europe, copier par exemple l'Amérique. Mais c'est aussi que tu me dis que tu ne peux pas appliquer ce que tu appliques au nord, à par exemple à Gagnoa ou par exemple à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, pour le gouvernement, pour l'État, ça serait quoi tes actions qu'ils pourraient faire pour, on va dire, peut-être pas forcément l'émancipation de la jeune fille, mais on va dire la protection. Par exemple, les mutilations génitales, qui sont quelque chose qui existe beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, on va dire en Guinée, en Côte d'Ivoire, on va dire en Afrique généralement, au Sénégal. Alors, ça serait quoi des actions? Parce que ça, c'est une réalité qui est africaine. C'est pas quelque chose que on va voir beaucoup en Europe ou en Amérique, peut-être un peu plus en Asie. Mais ça serait quoi pour l'État tangiblement pour pouvoir protéger nos jeunes filles, pour les protéger, on va dire, de la mutilation génitale et de l'abus en général. Ouais. Pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que l'approche va forcément être différente parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Sinon, selon moi, je pense que c'est possible parce que si ce n'était pas possible, je n'aurais pas mis en place ce mouvement-là, justement. Après, maintenant, pour le gouvernement, je dirais qu'il faut commencer par des campagnes de sensibilisation. Quand on regarde les personnes qui vont à l'école, qui ont l'opportunité même d'aller à l'école dans ces zones-là, le pourcentage n'est pas très élevé. Donc, en passant justement par ces campagnes de sensibilisation-là, et quand on revient par exemple à l'exemple des mutilations génitales, les mutilations génitales, dépendamment de la zone justement, bon, on va prendre en Côte d'Ivoire plus spécifiquement, j'avais fait quelques recherches justement il y a quelques jours parce que c'était la journée de tolérance zéro sur les mutilations génitales, et on constatait que les réalités du Nord justement n'étaient pas les mêmes réalités qu'à l'Ouest. Donc du coup, il y avait des questions à savoir par rapport à la religion, par rapport aux cultures. Et donc, c'est pour ça que je dis, les campagnes de sensibilisation doivent être faites partout, mais il faut savoir comment les faire. C'est-à-dire que si, par exemple, à l'Ouest, on dit que les mutilations génitales, je dis un exemple, sont faites à cause de la religion, il y a une campagne de sensibilisation qui sera faite là-bas pour un peu essayer d'expliquer que la religion n'explique pas que ça. La religion, par exemple, montre des aspects négatifs des mutilations génitales. Et si, par exemple, le Nord dit que, je ne sais pas, c'est une culture qui fait qu'il faut des mutilations génitales, c'est faire une campagne de sensibilisation, justement, qui va montrer que oui, la culture exige ces mutilations génitales, mais voilà les aspects et les effets négatifs. Donc, c'est vraiment l'approche qui est très, très importante. L'approche, ce qui va marcher à Mans ne va pas marcher à, je ne sais pas, Lakota, par exemple. Donc, il faut savoir vraiment comment s'y prendre. Donc, pour résumer, ce serait que la Côte d'Ivoire, c'est vaste. La Côte d'Ivoire, c'est vaste, c'est différentes régions. Dans ce cas, c'est que l'Afrique aussi, c'est vaste. Il faut vraiment adapter nos campagnes de sensibilisation et nos actions, on va dire, au pays, aux localités, aux différentes religions, aux différentes cultures. C'est un combat qui va être, on va dire, c'est pas impossible, comme tu dis, mais c'est un combat qui va demander, on va dire, de l'intelligence et s'adapter aux réalités du terrain. Mais S'adapter. d'un point de vue économique et surtout financier, est-ce que tu peux nous éclairer un tout petit peu sur l'impact positif que l'égalité entre femmes et hommes apporterait? Est-ce que le gouvernement et on va dire la société civile, on va dire le secteur privé auront à gagner à vraiment se battre pour une égalité homme-femme? Oui, selon certaines recherches, justement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par la BAD sur justement ce que l'égalité, la parité entre hommes-femmes pourrait apporter à la croissance économique et durable justement en Afrique. Et on constate que quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est qu'en termes d'entrepreneuriat, les femmes il y a un plus grand pourcentage de femmes qui sont en entrepreneuriat en Afrique comparé à d'autres continents. Mais bien évidemment, comme vous le savez, il y a le secteur informel. Donc, il y a beaucoup de travaux, de jobs qui ne sont pas nécessairement dans le formel. Et donc, je pense en permettant aux femmes justement d'être au même niveau que les hommes, cela permettra d'un peu relancer la machine économique, dépendamment du pays bien évidemment, mais même de l'Afrique en général. On constate que justement,
enfin, pour moi, l'homme et la femme ne sont pas pareils, dans le sens où on peut embaucher un homme, mais l'homme n'aura jamais les perspectives d'une femme. Tout comme on peut embaucher une femme et la femme n'aura jamais les mêmes perspectives que l'homme. Donc, en ayant cette sorte de parité-là, je pense que ça pourrait déjà engendrer déjà différents types de boulot, parce que là, nous sommes dans un monde, on est dans la mondialisation, on est dans la création de nouveaux emplois, on est dans la création de nouveaux jobs, de nouveaux domaines. Et ça permettra peut-être d'adapter justement les femmes à un secteur spécifique qui va les permettre justement de pouvoir partager leur savoir, de pouvoir aussi créer de nouveaux jobs pour des semblables. Le problème que l'on a, je dirais, c'est que on a beaucoup d'exemples hommes. On a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont réussi. On a beaucoup d'exemples d'hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de femmes africaines sur qui on peut dire, OK, voilà mon modèle, je veux la suivre. Et en ayant ce genre d'exemple-là, il y a plusieurs jeunes filles qui vont vouloir suivre et qui vont vouloir justement avoir cette éducation-là pour arriver à ce modèle de réussite-là. Donc, je pense que la parité a beaucoup ça a des aspects négatifs. Il ne faut pas non plus croire que tout est beau et tout sera parfait. Mais je pense aussi qu'il y a plus d'aspects positifs que négatifs. Après, il y aura toujours, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours cette inégalité-là. Elle existera toujours. Et je pense que le combat à avoir maintenant, c'est de réduire cet écart. Okay. L'idéal serait d'être au même niveau, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est possible dans un futur proche? Je ne sais pas. Mais réduire l'écart, je pense que c'est possible dans un futur proche. C'est vrai que c'est réaliste parce que même lorsque tu observes, on va dire, l'Occident, et c'est vrai qu'on ne doit pas seulement copier, ils n'ont pas vraiment une égalité qui est existante, c'est-à-dire entre hommes et femmes, on va dire dans la richesse, quand tu regardes l'espace qui existe en niveau de richesse entre les femmes et les hommes, even here, ici aux États-Unis, c'est pas vraiment une égalité qui est équitable en fait. Et comme tu dis, c'est sûr que investir dans la jeune fille va forcément créer de l'emploi. Parce que l'économie africaine, l'économie ivoirienne a certainement cette croissance à deux chiffres qu'on observe. Oui, on a 10%, 12% de croissance, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'observe dans, on va dire, le quotidien des Ivoiriens. Ce n'est pas quelque chose que tu observes dans la création d'emplois. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est exponentielle, mais on n'a pas vraiment cette création d'emplois. Et je suis sûr et je pense personnellement que investir dans la jeune fille ivoirienne va permettre de créer des emplois. Parce que, voilà, quand tu vas au marché, ce sont les femmes qui vendent, mais généralement, c'est les hommes qui, voilà, possèdent cette terre-là au village. Et ça permet, ça permet pas vraiment l'émancipation de la femme, puisque, comme tu dis, ça ne crée pas des exemples pour la femme. Il n'y a pas de femme qui va, voilà, pouvoir, on va dire, monter dans la société, qui va pouvoir avoir tous ces avantages financiers-là et pouvoir aider, on va dire, ses enfants, les scolariser et tout ça. Donc, je pense que, comme tu dis, c'est super important d'essayer de fermer cet espace-là pour pouvoir permettre aux femmes d'acquérir de la richesse, ce qui va permettre de créer des emplois, ce qui va permettre vraiment d'appliquer, on va dire, des principes fondamentaux économiques, mais au niveau microéconomique. Ouais. Et tu nous as parlé du MFPCI. Si aujourd'hui, on va dire que le gouvernement ivoirien allouait, on va dire un budget de 100 millions de francs CFA au MFPCI, quelles seraient des actions concrètes que tu voudrais voir, on va dire, apparaître pour diminuer, on va dire, pour réduire ce gap-là entre les hommes et les femmes? Je dirais que si je reçois justement ce montant-là, je pense que ma priorité, comme j'ai dit, toujours ce que l'on me demande, quel est mon projet avec MFP, c'est beaucoup plus éducatif, comme je l'ai dit. Et c'est clair que sur le très long terme, parce que ce n'est pas maintenant, c'est pouvoir insérer toutes ces valeurs-là dans le système éducatif ivoirien. Quand on regarde, par exemple, je n'ai pas fait un système éducatif ivoirien, mais quand on regarde un peu ce que l'on apprend, on ne nous parle pas nécessairement du consentement. On ne nous parle pas de la culture du viol. On ne nous parle pas de l'harcèlement de rue. On ne nous parle même pas d'harcèlement en général. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont normalisées. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas grandi ici, mais j'ai fait 2 ans ici. Je rentre chaque année à Abidjan. Il y a des réalités qui font que, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Se faire appeler dans la rue, se faire poursuivre dans la rue pour un numéro. Au Canada, tu ne verras jamais ça. Et si tu vois ça, ça sera de l'harcèlement de rue. Et moi, quand on me le faisait dans la rue, je trouvais ça normal. C'est-à-dire que j'ai normalisé même ça parce que je me disais, c'est comme ça partout.
Et il n'y a pas cette notion, cette conscientisation par rapport à l'harcèlement, par rapport justement à cette culture du viol, parce que la culture du viol commence par ces harcèlements dans la rue. Et je veux vraiment que ces jeunes filles puissent apprendre ça à l'école. Et la différence avec le MFP et d'autres associations féminines, c'est que on ne veut pas juste éduquer les femmes. On veut éduquer aussi les jeunes garçons. Le consentement passe par le jeune garçon, par le petit garçon qui doit comprendre qu'il ne faut pas qu'il fasse ça, donc on ne lui a pas dit oui. Donc, c'est vraiment cette volonté d'éduquer tout le monde. C'est clair qu'on met la jeune fille en avant, mais les conséquences, je dirais, la réussite de cet apprentissage de la fille aura un impact sur l'apprentissage du petit garçon. Donc, je dirais que si vraiment j'ai tout cet argent, c'est implémenter ça dans le système éducatif ivoirien, c'est faire des campagnes de sensibilisation, énormément de campagnes de sensibilisation dans tout le pays. Et ces campagnes de sensibilisation ne passent pas juste par des pancartes, ne passent pas juste par je sais pas, juste passer par des magazines, je sais pas, vraiment des campagnes de sensibilisation lambda. C'est vraiment aller dans des classes, c'est parler à ces jeunes filles, c'est parler à ces profs, c'est avoir ce contact physique-là. Et c'est clair que ça ne sera pas moi qui pourra faire toute la Côte d'Ivoire, c'est pas possible, mais c'est vraiment avoir une équipe qui va porter ces mêmes valeurs-là. MFP n'a pas comme limite la Côte d'Ivoire. MFP est un mouvement qui se veut vraiment africain. On a commencé certes en Côte d'Ivoire, mais on a déjà eu une visibilité à Dakar. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les réalités peuvent être différentes, mais cette volonté d'éduquer est la même en Afrique. Cette volonté de faire changer et bouger les choses est la même en Afrique. Et donc, je dirais que ces campagnes de sensibilisation-là, s'il reste encore un peu d'argent, ça sera dans d'autres pays en Afrique. Voilà. Ça, c'est si vraiment on te donne l'argent. Maintenant, si on dit que le MFPCI a quand même un pouvoir exécutif, c'est-à-dire on vous souhaite qu'un membre devienne, je ne sais pas, président de la République, on va dire conseiller spécial au président, ministre ou quoi que ce soit, avec un portefeuille, on va dire, de l'État. Ça serait quoi des actions fortes en termes, on va dire, exécutifs, c'est-à-dire avoir ce pouvoir exécutif de changer une loi, de changer le cadre, l'environnement. Ça serait quoi des actions exécutives pour toi? Je dirais que en termes de loi, ça serait peut-être augmenter le nombre de quotas de femmes dans des positions de prise décisionnelle. Donc ça serait niveau femme. Ça serait plus mon côté féministe. Mais si on part plus cette idée de jeune fille et l'émancipation et l'autonomisation de cette jeune fille-là, ça serait vraiment obliger les filles à aller à l'école. Donc, quand on regarde au marché, par exemple, vous vous promenez dans un marché à Abidjan, on voit des jeunes filles qui ne vont pas à l'école, qui doivent aider leurs parents. Donc, ça serait les obliger, mais il faut savoir qu'en les obligeant à aller à l'école, ils ne peuvent pas aider leurs parents. Donc, ça serait vraiment dans l'idéal. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais en forçant justement ces filles à aller à l'école là, il y aura une sorte de compensation pour la famille. C'est-à-dire que quand ils ne vont pas pouvoir aider leurs parents parce qu'ils sont à l'école, ils vont pouvoir en échange avoir de l'argent, disons chaque mois, qui permettra, si tu veux, à leur famille de prospérer un peu, de mieux vivre, je dirais. Donc ça serait vraiment un rêve, mais j'aimerais vraiment pas aller au marché, par exemple, et voir une jeune fille qui est censée être à l'école à 14h, 15h. Je veux qu'elle soit dans une salle de classe. Je veux qu'elle soit en train d'apprendre. Et c'est vraiment une loi que j'aimerais mettre en place. Genre, vraiment priorité, les jeunes filles doivent absolument aller à l'école. Et c'est pas quelque chose qui n'est pas commun, en fait. Si tu regardes, on va dire, c'est vrai qu'il faut pas seulement... Il faut s'inspirer de l'Occident. On va dire, on veut pas une occidentalisation, mais on veut quand même Ouais, s'inspirer de ce qui marche. l'inspiration. Aux États-Unis, c'est obligatoire pour les enfants jusqu'à un certain âge d'aller à l'école. Et la compensation, c'est que tu as des avantages, on va dire, au niveau de taxation. Lorsque tu vas remplir tes taxes et tu vas dire, ah, mon enfant, il est parti dans telle école, eh bien, tu auras des avantages. Tu pourras claim ces dépendants-là. Tu vas recevoir de l'argent ou même payer un peu moins, on va dire, en termes de taxes par le gouvernement. Alors, c'est des choses qui sont réalisables. Je pense que, comme tu dis, c'est une volonté du gouvernement. Est-ce que cela est une priorité à l'agenda? De la même manière qu'on veut développer nos infrastructures, on aimerait avoir des routes B2B pour voilà, Côte d'Ivoire, Ghana, Lagos ou quoi que ce soit. Est-ce que l'émancipation de la femme est une priorité à l'agenda ivoirien? Et c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut vraiment changer les choses? Est-ce qu'on se donne les moyens de changer les choses? Alors, dernière question.
Si Aminata aujourd'hui te regarde, Aminata vit à faire Kessédougou. Aminata est fille de paysan qui veut, voilà, ses parents veulent qu'elle aille au champ, ses parents ne veulent pas qu'elle aille à l'école parce qu'ils se disent, comme tu dis, la place de la femme, c'est la cuisine. C'est-à-dire que tu vas devenir cette femme-là qui va prendre soin de ton homme. Et on va dire on va dire, et c'est la vérité, tu sacrifies l'avenir de ta fille parce que pour des raisons de religion, pour ce que tu penses être vrai. Alors toi, qu'est-ce que tu dirais à Aminata qui nous écoute aujourd'hui, qui ne vient pas d'une famille aisée et qui n'a pas cette chance de sortir du pays, d'aller même à l'école droit fondamental? Bah, je dirais déjà à Aminata bah, si Aminata a des ambitions, si Aminata souhaite réussir, et ce qui est assez, petite parenthèse, ce qui est assez compliqué, c'est cette notion de qu'est-ce que la réussite. Euh, j'ai beaucoup discuté avec des jeunes filles au village et la réussite d'une jeune fille qui est à Abidjan n'est pas la même réussite qu'une jeune fille au village. Donc, c'est très compliqué de pouvoir adresser un discours à cette jeune Aminata dans le sens où sa réussite peut être juste être professeur dans l'école de son village. Donc, ça dépend vraiment de la réussite, mais je dirais que c'est de déjà suivre ses ambitions. Et je mettrais en avant cette volonté d'éducation. Les jeunes filles au village ne voient pas l'importance de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de modèle, elles n'ont pas d'exemple. Donc, je dirais à la jeune Aminata d'aller à l'école. Peu importe ce qu'elle veut faire. Si elle veut rester au marché, si elle veut être docteur, elle veut être avocate, d'aller à l'école, continuer et ne pas s'arrêter. Parce qu'on néglige souvent l'éducation en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas d'exemple à suivre et on n'a pas des parents qui nous encouragent. Mais c'est vraiment pousser justement cette jeune Aminata-là à comprendre l'importance de l'éducation sur le court, mais également sur le long terme. Et surtout, je lui dirais de ne pas lâcher. Parce que la réalité est que beaucoup de personnes te pousseront à lâcher. Beaucoup de personnes te feront comprendre que ce n'est pas possible pour toi, la jeune Aminata, d'arriver quelque part. Mais il faut que tu comprennes ta valeur. Il faut que tu comprennes que c'est l'éducation qui te permettra justement d'arriver à ton objectif. Wow. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on rejoint le MFPCI? Comment est-ce que nous autres, on peut avoir, on va dire, un impact pour ceux qui veulent vraiment, on va dire, participer à ce mouvement, participer au changement en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que celui qui t'écoute, comment est-ce que moi-même, je pourrais joindre le MFPCI et que ça serait quoi, on va dire, vos besoins en termes humains? Alors, pour rejoindre le MFPCI, on a une sorte de structure qui est, on a des adhérents. Donc, vous pouvez être adhérent. Vous avez juste à remplir un formulaire, dont on a le lien. Vous pouvez également être même dans le mouvement. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas beaucoup. On est vraiment très peu. On a un appel à la candidature très bientôt. Et idéalement, on veut des hommes, on veut des femmes. On ne veut pas seulement des femmes. Donc, on veut un peu toutes sortes de personnes. Pour le moment, je suis la seule femme, mais il y a 2 hommes. On était 6-7, mais l'effectif a diminué parce que un mouvement, c'est beaucoup d'engouement, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de volonté. Et plus le temps passe, les efforts ne sont pas les mêmes. Donc, très peu continuent la lutte. Et donc, je dirais que si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est MFPCI. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Et si bien évidemment, il y a des événements qui vous intéressent ou des sujets qui vous intéressent, on fait des directs. Donc, vous pouvez juste nous dire ce dont vous aimeriez qu'on parle et on pourra juste en discuter. On est vraiment très approchable. Donc, voilà. Merci infiniment, Anaïs. Merci infiniment. Merci à vous. Et ça fait du bien d'entendre que c'est possible, le changement et l'émancipation de la femme, c'est possible, mais il faut comprendre que ce n'est pas facile. Ça ne sera pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Mais voilà, au nom d'Afrique de demain, à mon nom personnel, te remercier d'avoir, on va dire, nous accorder quelques minutes de ton temps. Et merci infiniment. Merci et à bientôt.